Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous entretenir sur les relations. Et oui, j'aime parler des relations. Je me suis passionnée pour le sujet il y a plusieurs années et donc grâce à cette chaîne YouTube et en plus du blog, je vais pouvoir vous parler des sujets qui m'animent, des sujets qui me touchent et sur lesquels j'ai envie qu'on puisse débattre ensemble. Donc dans cette vidéo, je vais vous décliner 10 questions que vous devez vous poser pour pouvoir faire une rencontre, et je mets amoureuse entre guillemets parce que la rencontre peut d'abord être amicale avant de devenir une rencontre amoureuse, et parfois même la personne dont on va tomber amoureux ou avec qui on va choisir de faire notre vie était déjà juste là depuis des années mais on ne le voyait pas. Donc quels sont ces points qu'il faut éclaircir pour soi-même avant de faire une rencontre ou pour pouvoir faire une rencontre? Je n'ai rien inventé, ce sont des points sur lesquels j'ai travaillé moi avant de pouvoir faire la rencontre qui a changé beaucoup de choses et qui est devenue une rencontre centrale dans ma vie. Ces questions-là sont simplement issues d'un livre, un auteur dont je vais vous parler dans la suite de cette vidéo. Alors bienvenue, je m'appelle Grace No, je suis l'auteur du blog kerygmachristous.com et toutes les autres plateformes qui portent le nom de Kerygma Christous. Bienvenue sur cette chaîne et bienvenue sur les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui ont invité leurs amis, à tous ceux qui ont partagé les précédentes vidéos. Je vous suis vraiment reconnaissante. Comme je redébute sur YouTube, c'est pas toujours évident, et puis on se dit en fait que dans la masse d'informations et dans la masse de chaînes YouTube qui existent, sa voix ne va pas nécessairement avoir de l'impact ou ne va pas nécessairement rencontrer son public. Donc je vous dis merci de prendre le temps de regarder mes vidéos et de les partager. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de décliner 10 questions que l'on doit se poser avant de se mettre en couple. Je vais parler en tant que femme, mais ça n'exclut pas que les hommes puissent s'approprier ces questions-là et se les poser. Et comme je dis toujours, je ne suis pas un homme et je n'ai pas assez étudié la psychologie masculine, enfin un tout petit peu, mais juste ce qui allait me servir à moi en tant que femme. Donc je vais plutôt parler en tant que femme qui a envie de se poser des questions pour pouvoir entrer dans une relation amoureuse. Qu'est-ce qui m'a inspiré ce sujet? Alors en discutant sur les réseaux sociaux, notamment dans un groupe de célibataires chrétiens, je précise, j'aurai l'occasion de vous en reparler, je me suis rendu compte en évoquant la question de la formation pour pouvoir entrer dans une relation, pour pouvoir se marier, je me suis rendu compte en fait que cette question-là n'était pas toujours accueillie positivement. Les gens se braquent quand on parle de formation, comme si on leur disait allez prenez vos cahiers, allez en cours et puis suivez des cours pour pouvoir entrer dans une relation, mais ce n'est pas ça. Et pour repréciser les choses, je vais vous lire ce que le Larousse dit à propos de la formation. Donc je vais juste prendre mes notes et puis je vais vous dire ça tout de suite. Donc alors le Larousse définit la formation comme étant une action de former, la manière dont quelque chose se forme, processus entraînant l'apparition de quelque chose, ou encore on peut parler de développement et de modification de l'organisme qui rend l'individu capable d'exercer les fonctions de reproduction. Action de former quelqu'un intellectuellement ou moralement, d'accord? Action de former intellectuellement et moralement, et ça c'est vraiment une définition que je retiens particulièrement. On ne naît pas avec la prédisposition intrinsèque de savoir comment se comporter dans une relation amoureuse. On ne naît pas en étant parent. On ne naît pas en ayant des compétences exceptionnelles. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Dans ce qu'on est aujourd'hui, en tout cas dans ce que moi je suis aujourd'hui, c'est la somme de tous mes apprentissages.
Même quand j'étais enfant, j'ai été enseignée sur certaines choses. Il faut ranger sa chambre, il faut faire ci, il faut avoir les ongles propres, il faut être bien coiffé, il faut être apprêté. Tout ça, c'est une formation pour être au final la personne qu'on est aujourd'hui. Donc je ne comprends pas toujours que les personnes accueillent mal le fait qu'on leur dise si tu as envie de rencontrer quelqu'un, il faut que tu fasses telle ou telle chose. Ce n'est pas une obligation, mais ces conseils-là doivent toujours s'adapter à la personne. Moi, on me donne aussi des conseils et d'ailleurs, j'en suis demandeuse parce que j'aime bien avoir l'avis des gens et ça me permet d'ajuster ma propre vision des choses, mes propres acquis et de les questionner pour pouvoir m'améliorer. Donc, les 10 points que je vais décliner tout de suite qui vont vous permettre de vous poser des questions sont simplement issus du livre « Soyez femme mais pensez comme un homme ». Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Soyez femme mais pensez comme un homme de l'auteur Steve Harvey. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ces points? Parce que d'un point de vue personnel, ce sont des points qui m'ont particulièrement aidé vraiment à me poser les bonnes questions. D'accord? Et j'avais envie de vous les partager aujourd'hui pour qu'à votre tour, en tout cas pour celles qui sont célibataires et qui aimeraient faire une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, une rencontre enrichissante, de pouvoir se poser les bonnes questions et de ne plus se retrouver dans des relations qui vont les épuiser et qui n'ont pas de vision sur le court, moyen ou long terme et dans lesquelles finalement elles sont malheureuses. Donc sans plus tarder, je vais décliner ces points. Donc premier point, quel genre d'homme est-ce que j'ai envie de rencontrer? Est-ce que j'ai envie qu'il soit beau? Et encore, les critères de beauté sont relatifs. Subjectifs, relatifs. Est-ce que j'ai envie qu'il soit grand? Quelle taille j'aimerais qu'il fasse? Est-ce que je veux quelqu'un qui est plutôt svelte ou qui est plutôt bien en forme? Est-ce que je veux quelqu'un qui est propre ou qui s'habille bien, qui a plutôt un tel style vestimentaire plutôt qu'un autre? Ça paraît idiot hein, de se poser ces questions-là, mais je vous promets que si vous faites des listes et que vous mettez par écrit ce que vous pensez, ce que vous voulez en vous posant réellement, relire cela va vous permettre soit d'ajuster, soit d'élargir, mais en partant déjà de ce que vous sentez réellement au fond de votre cœur. Souvent, quand les personnes me demandent des conseils sur les relations, je leur dis il faut faire des listes. Faites des listes. C'est quelque chose qui marche avec moi pour beaucoup de choses parce que je retiens assez facilement quand j'écris. Je dis souvent que j'ai une mémoire de petit pois. On peut me dire une chose tout de suite et dans une heure, vous me redemandez la même chose. C'est fort possible que j'oublie. En fait, je trie vraiment les informations. Il y a ce qui va beaucoup m'intéresser et que je vais retenir et ce qui n'est pas forcément très utile pour moi dans l'immédiat, donc je le mets dans une case de mon cerveau et ça ressort un jour ou l'autre quand j'en ai besoin. Donc bref, tout ça pour vous dire que moi je vous conseille de faire des listes. Donc prenez ces points là, essayez j'ai envie de dire de les méditer, de les poser par écrit, de les relire, d'y revenir souvent parce que ça vous permet de faire le point sur ce que vous êtes, qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Et surtout, ça vous permet de ne pas accepter n'importe qui et n'importe quoi. Parce que avec le célibat qui se prolonge, le célibat non voulu qui se prolonge, on est parfois emmené à faire des concessions. Pourtant, moi, j'ai remarqué que plus je prenais de l'âge, et plus l'état de célibat se prolongeait, plus je devenais rigoureuse dans ma sélection. C'est paradoxal parce qu'il y a des gens qui nous disent attention les femmes, l'horloge biologique, si tu n'as toujours pas d'enfant, etc. Parce que dans notre société, on a le sentiment que ce qui détermine ce qu'on est et ce qui donne de la valeur à ce qu'on est en tant que femme, c'est le fait d'avoir un enfant et le fait d'être mariée. Mais on ne va pas faire ce débat aujourd'hui. Dans tous les cas, moi j'ai plutôt constaté que plus je prenais de l'âge et plus le temps passait, je devenais extrêmement rigoureuse dans mes choix. Donc, premier point, quel genre d'homme est-ce que j'aimerais rencontrer? Est-ce que je veux qu'il soit spirituel au sens large? Est-ce que je veux qu'il soit chrétien? Est-ce que je veux qu'il aime les enfants, qu'il aime la famille? Faut vraiment se poser ces questions-là et les poser par écrit. Voilà ce que je veux, moi,
grâce, je veux un homme qui fait entre 1m50 et 1m90, je veux qu'il soit... Et petite anecdote, enfin, petite blague, je dis souvent que le Seigneur a le sens de l'humour parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années et je me suis rendu compte que je n'avais pas précisé certains critères. Je n'avais pas précisé certains critères et je dis souvent, il faut être précis. Soyez précis dans ce que vous allez faire, mais vraiment, parce que le Seigneur il rigole pas. Si vous n'êtes pas précis, il va vous envoyer autre chose qui correspond sur les points principaux que vous avez énoncés, mais pas sur d'autres points, et c'est pas grave. Alors, deuxième point, comment est-ce que je m'attends à me faire courtiser? Oui, c'est important de se poser cette question-là. Est-ce que je veux qu'il m'emmène au restaurant? Est-ce que je veux qu'on fasse des activités de plein air? Est-ce que je veux aller à la campagne? Enfin, vraiment se poser la question de savoir comment est-ce que je veux qu'il me courtise. Est-ce que je veux qu'il m'écrive tout le temps, qu'il m'appelle tout le temps? Est-ce que je veux faire des visios avec lui tout le temps? Quelqu'un qui est vraiment très très présent. Souvent je dis... quand je vois certains couples, je me dis, je comprends pas qu'ils soient toujours au téléphone, toujours en train de faire ci, toujours en train de faire ça, parce que c'est vraiment quelque chose que moi je ne supporte pas. J'ai beaucoup de mal avec le téléphone. Et donc être toujours sur son téléphone, ça devient épuisant. Après, ça va dépendre de ce qu'on fait, mais avoir un mec qui passe son temps à envoyer des textos toute la journée, tu me manques, nanani nanana, non, non. Avec moi, ça marche vraiment pas. Tu m'envoies pas des messages toute la journée pour me dire tu me manques, je t'aime, nanani nanana, non. Voilà, donc il faut vraiment être précis. Comment est-ce que je m'attends à me faire courtiser? Quel niveau de respect j'attends vis-à-vis de la personne? Est-ce que je suis prête à accepter quelqu'un qui me fait miroiter une vie de rêve? Parce que oui, il y a des hommes pour appâter certaines femmes, une catégorie de femmes, entre guillemets vénales, j'ai envie de dire, ils vont vous donner le sentiment ou ils vont vous montrer qu'ils ont beaucoup d'argent et que du coup, comme ils ont beaucoup d'argent, ils vont pouvoir vous rendre heureuse, subvenir à vos besoins. Est-ce que vous vous attendez à ça? Posez-vous vraiment la question. Ce qui va vous permettre de faire le tri parmi toutes les personnes qui viennent vous aborder. Si ces personnes-là ne font pas ce à quoi vous vous attendez. Évidemment, la personne qui vient vous courtiser n'est pas censée savoir ce que vous voulez absolument, mais ces critères-là vous permettent de vous dire, de vous laisser aller et surtout de laisser une ouverture parce que c'est vraiment ce que vous aimez et vous vous sentez vraiment aimé à travers les actes qu'il pose et vous sentez que de cette manière, c'est une personne qui va peut-être vous respecter, enfin voilà. Donc troisième point. Quel degré d'engagement est-ce que j'attends dans la relation? Est-ce que je veux une relation exclusive? Est-ce que je veux une relation plus ou moins exclusive? Est-ce que je veux une relation qui débute par une amitié et qui pourrait devenir plus sérieuse si affinité et exclusive? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il y a des femmes, quand elles entrent dans leur relation, elles ne se sont pas posées ces questions-là. Et elle ne les pose pas non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous ne verbalisez pas et que vous ne dites pas quelles sont vos conditions, l'homme, il part du principe que vous les avez implicitement toutes acceptées. Donc, il ne s'intéresse pas à savoir ce que vous voulez, étant donné que vous ne dites rien. Donc, ça veut dire que vous acceptez. Au Gabon, vous savez déjà que je suis d'origine gabonaise, on parle de premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Parce que c'est un pays dans lequel on peut se marier sous le régime de la polygamie. Donc, en réalité, les hommes sont mariés et ils peuvent avoir ce qu'on appelle premier bureau, deuxième bureau. Et dans la société, c'est tout à fait normal. Surtout quand on sait que la personne est mariée sous le régime de la polygamie. Donc, pour qu'il y ait une deuxième femme, il faut déjà qu'il y ait une maîtresse, j'ai envie de dire. On va pas débattre de ça, mais c'était juste pour vous expliquer qu'il faut déjà définir les conditions au départ. Quel est le degré d'engagement vous attendez vis-à-vis de la personne qui va venir vers vous et qui vous manifeste le désir d'entretenir une relation. Quel type de relation? Une relation amoureuse exclusive, une relation amicale exclusive qui peut devenir plus sérieuse, qui peut devenir une relation amoureuse
au fil du temps. Il faut vraiment se poser ces questions-là. Voilà. Ensuite, quatrième point, quel genre de sécurité financière? Oui, c'est important. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Alors c'est important de se poser la question, est-ce que je veux être avec un homme qui a déjà un emploi, qui a un salaire correct? Est-ce que je veux être avec un homme qui fait partie de la classe ouvrière? Est-ce que je veux être un homme qui est plutôt dans une catégorie socio-professionnelle plus élevée? Il faut se poser ces questions-là, toujours par rapport à soi. Pourquoi je dis par rapport à soi? Parce que on ne peut pas soi-même être une personne paresseuse qui ne veut pas travailler et se dire, moi j'attends de rencontrer un prince du Qatar par exemple, ou j'attends de rencontrer l'homme d'affaires le plus riche de tel pays. Enfin, faut quand même être réaliste et raisonnable. Ou alors j'attends de rencontrer un footballeur. Ça arrive à certains, hein. Mais il faut se poser la question de savoir quelle sécurité financière j'attends vis-à-vis de l'homme pour pouvoir justement entrer dans la relation et me sentir aussi en sécurité dans la relation. Est-ce que je veux qu'il ait un emploi stable? Est-ce que je veux que ça soit vraiment quelqu'un... est-ce que j'accepte quelqu'un qui est en recherche d'emploi? Parce qu'en recherche d'emploi, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut vraiment dire être en train de chercher activement un emploi parce qu'on a des compétences à faire valoir, parce qu'on a une formation. Voilà, donc il ne faut pas exclure les gens parce qu'à l'instant T où vous les rencontrez, ils n'ont pas d'emploi, donc pas de revenus stables. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que moi, en tant que femme, en tant que personne, avec toutes les aspirations que j'ai, je suis prête à accepter? D'accord? Alors, sachant que dans un couple, on est aussi appelé à évoluer ensemble. Donc, qu'est-ce que j'accepte en termes de proposition? Qu'est-ce que j'ai en face de moi et qu'est-ce que je suis prête à accepter vis-à-vis de cet homme-là par rapport à la situation financière? Ne pensez pas que les hommes ne se posent pas ces questions, hein. Il y a des hommes qui se posent cette question. Ils peuvent se dire, cette femme, elle m'a l'air paresseuse. Supposons un homme qui a un très bon emploi, catégorie socio-professionnelle, il a envie de se marier, donc il veut faire une rencontre. Et si en face de lui, il a une femme qui semble ne pas vouloir entrer dans la vie active et aussi avoir un salaire correct, bah cet homme-là peut très bien se dire, si je me marie avec elle, ça va diminuer considérablement mon niveau de vie parce que ça veut dire que mon salaire va être divisé par 2. Alors je vais vraiment très loin, hein, mais ça peut exister et il faut avoir ça à cœur. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne se pose pas des questions humaines, parce qu'on vit sur terre, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on a besoin d'argent pour payer son loyer, pour se vêtir, même pour donner le denier du culte, enfin on a besoin d'argent au quotidien, donc il ne faudrait pas que ça soit un sujet tabou ou alors que vous vous sentiez gêné de vous questionner par rapport à ça concernant votre futur mari ou votre future femme, c'est tout à fait normal. Donc ça c'était le quatrième point, et ensuite cinquième point concerne les enfants et la famille. Est-ce que je suis prête à me mettre avec un homme qui ne veut pas avoir d'enfants, qui ne veut pas fonder une famille? Est-ce que la famille est un système de valeurs pour lui? Enfin, est-ce que la famille importe pour lui? Bien sûr, on se pose aussi cette question au regard de ce qu'on souhaite soi. Est-ce qu'on a envie de fonder une famille? Combien d'enfants est-ce qu'on a envie d'avoir? Donc il faut se demander si l'homme qu'on va rencontrer aussi a envie d'avoir des enfants. Et ça, ce sont les questions sur lesquelles il faut pouvoir discuter pendant ce que j'appelle le processus de rencontre, où on apprend à discuter, à se connaître, à s'évaluer. En réalité, les hommes évaluent. Ils évaluent pendant un certain temps si cette femme, ils ont envie de la garder, donc aller plus loin dans la connaissance, dans la relation ou pas. Les hommes le font, donc il faut aussi que les femmes aient en tête qu'elles ont tout à fait le droit de le faire. Ensuite, sur sixième question, sixième point, et un point qui a été central pour moi et qui a changé beaucoup de choses quand je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête de me disperser et que je reste focus sur ce que je veux réellement.
Est-ce que je souhaite un homme qui est spirituel, qui est religieux, enfin qui a un système de valeurs? Pour nous, en tant que chrétiens, c'est évident qu'on voudrait un homme qui a des valeurs chrétiennes, un homme qui est chrétien pratiquant et pas seulement chrétien nommé. On peut très bien avoir quelqu'un qui n'est pas chrétien pratiquant, mais ça c'est vraiment selon. En ce qui me concerne, je n'étais plus ouverte à la possibilité d'être avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui n'est pas chrétien pratiquant. Voilà, donc posez-vous la question. Parce que vous avez des femmes qui sont à fond dans la foi, qui croient en Dieu, qui prient, qui font beaucoup de choses et qui se retrouvent avec des hommes soit d'une autre confession religieuse, soit chrétienne, mais pas tout à fait pratiquante, comme on dit. Et dans ce cas-là, il peut en résulter plusieurs incompréhensions dans le couple parce que la femme voulant avoir une pratique qui diffère de celle de l'homme, ils ne vont pas s'entendre. Et ça va se ressentir aussi dans l'éducation qu'on veut donner aux enfants, dans la direction qu'on veut donner à l'éducation qu'on donne aux enfants. Est-ce qu'on va à la messe avec les enfants? Est-ce qu'on leur donne une éducation chrétienne? Est-ce qu'on les laisse grandir sans référence, sans valeur? Comme ça, ils choisiront ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'on baptise les enfants ou pas? Enfin, voilà, c'est très important. La question de Dieu, pour les couples chrétiens, est centrale. Donc, mesdames, ne faites vraiment pas l'impasse dessus. Posez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un homme qui a la foi? Ou je veux un homme qui a été initié à la foi, mais qui ne croit pas en Dieu, qui ne pratique pas, qui n'a pas la foi? Donc, je m'arrête là pour cette question, hein. Vous allez bien sûr faire vous-même votre introspection pour savoir où vous voulez aller. Ensuite, 16e question, divorce enfant. 16e point, divorce enfant. Est-ce que je suis prête à me mettre en couple avec quelqu'un qui est divorcé ou avec quelqu'un qui a déjà des enfants? Faut pas se leurrer, on est quand même on n'est pas parfait. Beaucoup d'entre nous ont un passé, beaucoup d'entre nous ont fait de mauvais choix, beaucoup d'entre nous ont même fait de très bons choix, mais dans le chemin de la relation, l'un des partenaires a changé et puis les choses ont basculé. Donc est-ce que vous êtes prête à vous mettre en couple et peut-être à vous marier avec quelqu'un qui est déjà divorcé, ou avec quelqu'un qui n'a peut-être jamais été marié mais qui a un enfant, 2 enfants, 3 enfants? C'est une question centrale parce que lorsque vous vous mettez en couple, en relation avec quelqu'un qui a déjà des enfants, ça veut dire que dans ce couple-là, il y a d'autres personnes à prendre en considération. Il ne s'agit pas tout à fait des enfants, mais il s'agit des autres partenaires avec qui vous avez eu des enfants. Donc si moi, en tant que femme, j'ai un enfant, il y a un homme avec qui j'ai eu cet enfant. Donc si je me marie avec un autre, cet autre homme avec qui j'ai eu l'enfant sera toujours présent d'une façon ou d'une autre parce qu'il aura envie d'entretenir une relation avec son enfant, il aura envie de le voir, passer du temps avec lui. Donc ce qui fait que nous, ce qu'on aura comme vie de famille avec mon mari va forcément être impacté par cette situation-là. Si on veut aller en vacances et en famille et qu'à ce moment-là, le père de cet enfant a par exemple le droit de garde, ça fait comme si on avait une famille en dehors de l'enfant et une autre famille avec la présence de l'enfant lorsqu'il est là et pas chez son père par exemple. Enfin, ce sont vraiment des choses auxquelles il faut penser. Moi j'en connais des gens qui sont mariés avec d'autres personnes qui avaient déjà eu des conjoints auparavant et qui ont des enfants et ça se passe très bien. Et puis il y a d'autres personnes chez qui ça ne se passe pas nécessairement bien et des femmes qui en sont très malheureuses. Et en réalité c'est parce qu'elles ne s'étaient pas nécessairement posé la question avant. Donc posez-vous cette question-là. Concernant le divorce, pour nous, en tout cas les catholiques, c'est une situation, c'est une question assez épineuse. Parce que, c'est une situation assez épineuse en raison de la situation des divorcés remariés dans l'église. On ne va pas en parler dans cette vidéo. Ensuite, 8e question, 8e point, quels sont les règles, quels sont, je bug un peu, mais ça va arriver. Donc 8e point, la question des rêves et des projets de vie de la personne. Quels sont les rêves
de la personne que je vais rencontrer, est-ce que ces rêves-là sont en accord avec ce que moi je suis prête à soutenir? Est-ce que je suis prête à soutenir la personne sur le court, moyen ou long terme? Est-ce que ces rêves sont en adéquation avec mes projets de vie? Ou bien est-ce que je suis prête à épouser son projet de vie si ce projet de vie-là me convient? D'accord? La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Donc, si on a un homme qui veut devenir, je ne sais pas, politicien, et une femme qui n'aspire pas ou qui n'est pas nécessairement à l'aise avec la vie publique, avec cette vie-là, à partir du moment où vous vous êtes posé la question, vous avez posé la question à la personne durant le processus de rencontre, durant le processus où vous apprenez à vous connaître, il faut aller plus en profondeur dans l'exploration de cette question-là et dire à la personne, moi ça ne me conviendrait pas, ou alors je peux faire des concessions sur tel ou tel point, mais pas sur tel autre point. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir s'ajuster et marcher ensemble? Parce que tous les autres points sont corrects dans le sens où on s'entend bien, enfin il n'y a pas de raison. Mais il y a ça par exemple qui ne marche pas, donc il faut pouvoir en discuter. Faut pas être... j'ai envie de prendre l'exemple de Meghan Markle et du prince Harry. Aujourd'hui, on est un peu étonné parce qu'ils ont décidé de renoncer à leur titre, etc. Mais en réalité, cela avait peut-être déjà été discuté avant qu'ils ne se marient. Donc, pour eux, c'était peut-être un enchaînement logique de se dire, ça y est, il est temps, on va poursuivre dans ce qu'on avait souhaité par rapport à notre projet de vie, par rapport à notre désir de fonder une famille et de sortir un peu de cette vie publique-là, de cette vie royale. Voilà, donc eux, ils sont en accord avec ce qu'ils ont toujours voulu et peut-être que le monde autour ne comprend pas. Donc, passons. 9e point, la famille de la personne et que faut-il en attendre? Autrement dit, est-ce que cet homme ou même cette femme entretient de bonnes relations avec sa famille? Quel type de relation? Parce que c'est un indicateur. Vous savez, moi, on m'a toujours dit, un homme qui ne respecte pas sa mère, qui n'a pas de relation cordiale avec sa mère, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Parce que ça veut dire qu'il risquerait de ne pas vous respecter non plus et de ne pas... Enfin... j'ai pas envie de dire de ne pas vous aimer parce que c'est complètement faux, mais ça risque quand même de poser problème. Donc la relation que l'homme entretient envers sa mère et même ses sœurs, le respect qu'il a vis-à-vis de sa mère et de ses sœurs peut être un indicateur sur la manière dont vous allez être traité dans le couple. Donc il faut vraiment se poser cette question-là. Quel type de relation est-ce qu'il entretient avec sa mère, avec ses sœurs, avec sa famille au sens large? Et puis, 10e et dernier point, que devrait-il être prêt à faire pour gagner mon cœur? Quand j'avais fait ce travail-là, je m'étais dit, pour gagner mon cœur, il faut simplement qu'il puisse répondre déjà à tous les 9 autres critères que je m'étais définis. Voilà. Parce que le sentiment amoureux, c'est bien. Mais au-delà du sentiment amoureux, on choisit chaque jour d'aimer la personne. Donc il faut être sûr que cette personne-là, j'ai envie de me lever chaque jour en me disant « Seigneur, je fais le choix de l'aimer. Je fais le choix d'aimer cette personne. Elle n'est pas parfaite, mais je fais le choix de l'aimer. » Voilà. Donc, pour finir, j'ai envie de dire qu'un homme parfait n'existe pas. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Ces techniques de questionnement nous permettent juste de mieux nous ajuster par rapport à ce qu'on voudrait et de mieux éclaircir le chemin. On peut faire une critère de liste de l'homme parfait, ce que je conseille d'ailleurs. Pour moi, c'est quoi l'homme parfait? Et ben, je fais une liste. Mais cette liste-là est appelée à évoluer. Dans le bon sens, j'ai envie de dire. Donc on peut y rajouter des critères, on peut y soustraire des critères.
Et si on fait cet exercice-là de se poser les 10 questions que j'ai énumérées précédemment, on peut y revenir régulièrement et se dire « Maintenant, j'ai envie d'évoluer dans tel ou tel sens ». Donc pour en revenir à la question de la formation, pour moi, faire ce travail-là et même déjà écouter cette vidéo, aller jusqu'au bout et faire ce travail-là, c'est une façon déjà de se former et de se préparer à une future rencontre. Se préparer à la rencontre, ça ne veut pas dire que on va avoir des cours à étudier, on va avoir des partiels, mais ça veut simplement dire qu'on va se mettre dans une disposition intérieure qui nous permet d'accueillir l'autre qui arrive, mais surtout d'accueillir l'autre qui arrive tel qu'il est et ne pas essayer de le changer. On est tous appelés à changer dans le couple, mais il faut considérer la personne qu'on a en face de soi au regard de ce qu'on veut, au regard de son cœur, au regard de ses désirs. Parce qu'aucun de nous n'est parfait, donc pourquoi vouloir absolument que la personne qui vient vers nous soit parfaite? Enfin, faut être un peu logique, quoi. Si vous voulez que ça soit un homme parfait, ça veut dire que vous êtes vous-même une femme parfaite, qui ne pêche jamais, qui ne fait jamais d'erreur, qui est le summum de la beauté. Voilà, je me pose des questions, hein. J'ai vraiment envie de vous entendre. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour qu'on puisse approfondir la question. Et je vous souhaite de belles rencontres. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps de travailler sur vous. Mais n'ayez pas trop d'exigences parce que personne n'est parfait. Ce sont juste des clés pour permettre à chacun d'aller de l'avant plutôt que de stagner et de subir son célibat. Parce qu'il y en a qui s'interdisent même de vivre sous prétexte qu'ils sont célibataires. Vous savez, le jour où j'ai compris qu'il fallait que je vive ma vie et pas que j'attende de fonder une famille, d'avoir un travail pour pouvoir la vivre, je suis devenue à l'aise avec l'idée que même si je ne me mariais pas, je serais quand même heureuse. Que même si je ne me mariais pas, ce n'était pas la fin du monde. Donc à partir du moment où on est à l'aise avec ça, à partir du moment où on est à l'aise avec soi-même et avec cette idée-là, je vous assure que le Seigneur, il fait ce qu'il faut. Il fait ce qu'il faut. On n'a pas parlé de la prière, on en parlera une autre fois, parce que oui, il faut prier pour rencontrer quelqu'un et confier cela au Seigneur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer les notifications pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Laissez un commentaire si vous avez des choses à dire et je vous dis à très bientôt.